Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Nous allons démarrer. Merci de laisser vos téléphones sur silencieux ou même de les éteindre. Ça vous fera un petit moment de repos. Et ça n'est pas inutile. Donc, très heureux de vous accueillir ici à la Maison de la Chimie avec toute l'équipe d'Agir Ensemble pour cette troisième masterclass qui va être consacrée à la congruence et convergence improbable, certainement, mais pourtant bien réelle, entre islamisme et wokisme. Pour en parler ce soir avec notre ami Gérard Rabinovitch, que vous connaissez bien, puisqu'il est le cofondateur des Ateliers Républicains et une des principales personnalités qui nous conseille dans le choix des thématiques sur lesquelles nous travaillons. Nous avons le très très grand plaisir d'accueillir M. Éric Méchoulan, que nous avons découvert à la faveur d'une de ses vidéos qui nous a beaucoup impressionnés, et il nous est apparu très important de l'inviter pour qu'il puisse nous parler à nous tous ici, à ceux qui sont sur Zoom, que je salue également, et à toutes celles et tous ceux qui auront le grand plaisir de suivre en replay cette masterclass, comme les précédentes, et comme toutes les autres conférences et événements, manifestations que nous avons organisées et qui restent disponibles sur nos sites internet. Sans plus attendre, je cède la parole pour la présentation de notre thème de ce soir et de notre invité à mon ami Gérard Rabinovitch. Merci Gérard. Bonsoir. En préambule donc à cette nouvelle masterclass d'Agir Ensemble, et qui va nous permettre d'entendre Éric Méchoulan, un homme au fait des réalités et endurci en désenchantement à leur analyse. Je voudrais, en guise de paysage évocateur d'atmosphère, vous proposer quelques vignettes. La première vignette a le goût de l'invariant et le son de la répétition. Ce sont quelques pages qu'il m'est déjà arrivé de citer en d'autres occasions, extraites du Monde d'hier de Stefan Zweig. Je le cite. Toute une jeunesse nouvelle ne croyait plus aux parents, aux politiques, aux maîtres. Chaque proclamation de l'État était lue d'un œil méfiant. D'un coup, la génération d'après-guerre, nous sommes dans les années 20-30 entre l'Allemagne et l'Autriche, s'émancipait brutalement de toutes les valeurs précédemment établies et tournait le dos à toute tradition, résolue à prendre elle-même en main sa destinée, s'éloignant de tout le passé et se jetant dans un grand élan vers l'avenir. Dans les écoles, on constituait sur le modèle russe des conseils d'élèves qui surveillaient les professeurs. Le plan d'études était aboli, car les enfants ne devaient et ne voulaient apprendre que ce qui leur plaisait. On se révoltait par goût de la révolte contre toutes les formes établies, même contre la volonté de la nature, contre l'éternelle polarité des sexes. Les filles se faisaient couper les cheveux, et si courts qu'avec leur coiffure à la garçonne, on ne pouvait les distinguer des vrais garçons. Les jeunes hommes de leur côté se rasaient la barbe pour paraître plus féminins. L'homosexualité et les mœurs lesbiennes firent fureur, non pas par un penchant intérieur, mais par esprit de protestation contre les formes traditionnelles, légales, normales de l'amour. Partout, on proscrivait l'élément intelligible, la mélodie en musique, la ressemblance dans un portrait, la clarté dans la langue. Les articles le, la, les furent supprimés. Les constructions de la phrase mi, cul par-dessus tête, on écrivait escarpé ou abrupt en style télégraphique avec de fugueuses interjections. Au demeurant, toute littérature qui n'était pas activiste, c'est-à-dire qui ne consignait pas en théorie politique, était vouée à la poubelle. Plus un homme était jeune, moins il avait appris, plus il était bienvenu par le seul fait qu'il ne se rattachait à aucune tradition. Enfin, la grande vengeance de la jeunesse se déchaînait triomphalement contre le monde de nos parents, mais au milieu de ce carnaval sauvage, rien ne m'offrit, c'est Stefan Zweig qui parle, un spectacle plus tragique, comique que de voir combien d'intellectuels de l'ancienne génération, dans leur crainte panique d'être dépassés et considérés comme inactuels, se barbouillaient d'une sauvagerie factice avec la hâte du désespoir et cherchaient à suivre le mouvement d'un pas lourd et claudiquant jusque dans les chemins les plus manifestement aberrants.
Tandis que fondait la valeur de la monnaie, toutes les autres valeurs se mettaient à glisser. Une époque d'extase enthousiaste et de fumisterie confuse, mélange unique d'impatience et de fanatisme. On s'arrachait tout ce qui promettait des états d'intensité dépassant ce qu'on avait connu jusque-là, toute espèce de stupéfiant, la morphine, la cocaïne et l'héroïne, au théâtre l'inceste et le parricide, dans la politique le communisme et le fascisme étaient les seuls thèmes extrêmes qu'on accueillit favorablement. En revanche, on proscrivait sans appel toute forme de normalité et de mesure. On devine ce que ces effondrements croqués par Zweig ont pu susciter de réactions hostiles chez ceux qui n'en pouvaient plus, partis en quête de représentation politique à cette époque. On sait moins quelle fut la part de ces énergumènes évoqués par Zweig qui rallièrent ensuite le national-socialisme. Mais on en a un indice de probabilité dans la sociologie compréhensive et phénoménologie de Siegfried Kracauer, lorsque dans son étude sur le cinéma allemand, de Caligari à Hitler, il observe combien la figure du rebelle dans le cinéma pré-hitlérien a installé les conditions du nazisme, non plus par réaction, mais par continuité affine. Car le rebelle est en quête mentale non d'une liberté responsable, mais d'un maître féroce auquel se vouer. La seconde vignette, nous l'avons tous récemment eu sous les yeux. Il s'agit de l'épisode de l'Eurovision, qui porte bien son nom par glissement en une vision condensée de l'Europe actuelle et plus largement du monde occidental. Rappelons-en les ingrédients. Une débauche d'extravagance kitsch, flottant sur le mainstream de la bien-pensance libéraliste contemporaine, avec ses flonflons en bouffonnerie drag queen pour ultime affirmation vindicative et pour ultime affichage d'exécration rassembleuse, un barbouillage infantile de moraline politique contre la candidature d'Israël. Kéfier enroulé au poignet pour l'un, ongle peint au motif d'un kéfier pour une autre, pantomime d'endormissement pour une troisième, larmes de peine sous mascara déclenchée par la qualification d'Eden Golan à la finale d'un certain Bambi, irlandais, qui avait prévu initialement de peindre sur son corps un message pro-palestinien en galéique antique et qui ignore très probablement que le petit fan Bambi, dont il doit rêver d'avoir le regard de biche, a été créé par Félix Salten en 1923 en manière d'allégorie de la condition juive pourchassée. Autre ingrédient, la salle hurlante d'invectives à l'intérieur et de cris de haine, recouverts de faux applaudissements dissimulateurs pour la bienséance d'une diffusion en direct, une salle assiégée à l'extérieur de bataillons enrégimentés qui ne feront le temps venu que de la chair à pâté des trois quarts du public rassemblé dans la salle. Un jury officiel d'experts et de professionnels qui donna massivement ses voix, les 2/3, au seul candidat du pays neutre par vocation, dont le nom Nemo signifie personne, et qui se déclare tantôt homme, tantôt femme, indécidablement, peut-on faire plus condensé, plus manifeste, dans le genre décisionnaire de courage fuyant. Quelle que soit la qualité de la prestation du candidat, on ne peut pas ne pas penser à une inflexion de lissage qui bascule dans le néant. Enfin, un vote des publics, massivement, lui, pour la candidate israélienne, dont le nombre des voix a très largement dépassé par pays tout ce qui pourrait être imputable, maximalisé à un seul électorat juif, des publics donc européens qui n'adhèrent pas encore aux supercheries de l'époque et le font savoir comme ils peuvent. Une Eurovision donc d'anthologie. Non comme un événement musical, ce qu'elle n'a jamais été, mais comme un instantané allégorique d'un moment politique et peut-être civilisationnel, un résumé en condensé de ce que le psychiatre Jean Houry
nommait d'un poids clinique ambiance. La troisième vignette, elle aussi promise à rester dans les annales pour un monde à venir s'il ne succombe pas à son autodestructivité en cours, c'est cette géode à 360 degrés d'images immersives d'un déferlement par imitation épidémique du palestinisme en syndrome multidimensionnel et planétaire. Des alliances improbables, mais néanmoins tangibles, qui s'agrègent d'un même signal à travers la planète et qui diffusent par capillarité dans toutes les sphères sociétales, en manière de meute sérielle ou en expansion de foules mondialisées. Ça épidémise depuis les universités occidentales, en Pologne, hier à l'université de Bucarest, ma stupéfaction, jusqu'au Japon, en Chine. Ça capillarise sur les marches du Festival de Cannes en tenue de soirée, dans plusieurs épreuves de concours universitaires de médecine, vous en avez eu l'écho, dans l'esprit des accès d'un prof d'un lycée catholique qui aurait proposé à ses élèves de poser nus pour la Palestine. C'est une liste à somme ouverte, vous avez sûrement déjà de la matière pour la compléter et elle va continuer d'augmenter au fil des jours et des semaines à venir. Dans cette troisième vignette, contiguë et connectée, il y a encore ces artifices d'équilibre, de pacotille, ces arguties de fausse équivalence pour se défausser, ces bigoteries qui surgissent souvent comme des faux fuyants. On l'apercevait il y a quelque temps dans la sémantique administrativo-politique en France qui associait systématiquement un supposé communautarisme juif en vis-à-vis avec un communautarisme musulman. On le retrouve aujourd'hui au motif de la scène de Gaza et en flagrance d'imposture avec la mise en similarité au CPI des crimes pogromistes du Hamas et de la rétorsion de sauvetage de l'armée d'Israël. Et ne croyez pas que cette figure rhétorique est inédite. Pour votre information et édification, voici ce que j'ai trouvé ces jours-ci pour d'autres travaux en cours dans un ouvrage d'une historienne, Nina Valbousquet, sur le Vatican face à la Shoah. Vers la mi-septembre 1942, plusieurs ambassadeurs auprès du Saint-Siège, celui de Grande-Bretagne, de Pologne, de Yougoslavie, du Brésil, s'étaient coordonnés pour suggérer au pape une prise de parole plus forte contre les atrocités nazies contre les Juifs. Il fut répondu, écoutez bien, qu'une intervention publique risquerait d'empirer le sort des victimes, que les atrocités de guerre devaient être aussi dénoncées en ce qui concerne les Alliés, et que le pape avait été déjà assez clair. L'ouvrage a pour titre « Les âmes tièdes », je trouve cet auteur bien gentil. Au passage, vous noterez, si besoin était, que toutes les chancelleries européennes, et donc au-delà de l'Europe, étaient informées du sort des Juifs, en fait, dès 1941. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil. Déferlante et débâcle seront donc les deux mots qualificatifs en résumé futur de notre époque présente. Il est des sentences comme ça qui de temps en temps reprennent leur poids initial d'origine. Ainsi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ou encore de Jonathan Swift, on ne peut convaincre quelqu'un par la raison d'abandonner quelque chose qu'il a adopté sans se baser sur la raison. On s'effare, justement, d'observer combien le wokisme, la cancel culture, les mouvements LGBTQ et toute la suite en gamme azerty, s'enthousiasment solidaire de mouvements dont la criminalité et le totalitarisme, c'est-à-dire la férocité, ne sont plus à démontrer tant ils s'affichent sans vergogne, y compris en snuff movie enregistré en GoPro. Mais on s'épuiserait en vain à essayer de les interpeller sur l'axe de la raison. La régression vers l'infantile, vers un mutisme cérébral qui ne fait que répéter des syntagmes slogans et des gesticulations publicitaires en artifice et n'a de fascination que pour des chefs de horde, a atteint une telle ampleur qu'il en est même difficile de discerner le fil d'essence caché dans le déferlement de raison. Dans cette situation, l'arme de première urgence est une éthique de vigilance combattante.
Elle s'entend de lucidité, de prudence, de vaillance. L'arme stratégique, elle, c'est de savoir penser. Et ici, pour penser ce qui se passe, il faut faire un pas de côté, ou plus exactement en dessous, dans les substrats, dans le substratum, un mot apparu chez John Locke dans son essai sur l'entendement humain, soit ce qui est sous tous les phénomènes, en support, en fondement, en opération, qu'ils soient linguistiques, culturels, psychiques, agissant à bas bruit ou explosant en hubris au grand jour. Il nous faut lâcher l'effarement devant l'aberrant et descendre dans les sous-sols de ce qui se trame dans notre époque en crise civilisationnelle générale et en resserrement de focus dans ce qui s'agence spécifiquement sous le palestinisme, dans ses multiples occurrences. Ainsi, des congruences et des affinités entre islam et wokisme qui font la réflexion de notre invité, qui soit une fois encore remercié de sa présence, et notre préoccupation de ce soir. Éric Méchoulan est historien agrégé en histoire, docteur aussi en histoire politique contemporaine, et a durant une vingtaine d'années, au sein de la DGSI, œuvré dans de hautes responsabilités d'analyse. Je lui cède maintenant la parole et vous invite à l'écouter. Merci beaucoup pour cette introduction d'un brio littéraire avec lequel je ne rivaliserai pas. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai une formation d'historien, il est plus facile de prévoir le passé, et d'analyste. Donc, j'observe, je décortique, et plus les événements sont frais et récents, plus il est difficile de leur donner du sens. Donc, je vais vous infliger une petite précaution oratoire. Je ne prétends pas être un virtuose qui apprend à des professionnels à se hisser à son niveau. Donc l'idée de masterclass me gêne un petit peu. Je suis quelqu'un qui regarde la société, qui essaie de la comprendre, qui formule des hypothèses. Et donc c'est celle-là que je vous livre et je ne prétends pas faire davantage. C'est pour ça que le mot de masterclass me gêne un petit peu. Mais il est vrai que l'étrange mariage des promoteurs de l'islam de combat et de l'idéologie woke dans le monde occidental suscite légitimement de nombreuses interrogations et semble avoir tout pour s'opposer. Et cette opposition mérite d'être surmontée pour comprendre ce que vous avez appelé leur congruence. Mais je ne vais pas vous faire un plan en deux parties de Sciences Po, oui, non, blanc, noir. Je vais d'abord plutôt insister sur les congruences apparentes et ensuite essayer d'aller plus profondément pour essayer de comprendre ce qui les rend possibles. Donc, on va dire les congruences du substratum, pour reprendre votre mot. Et pour finir sur ma conviction qu'il s'agit d'un jeu de dupes, étant donné que les musulmans de combat utilisent les wokistes comme des idiots utiles. Il y a des analystes, notamment le spécialiste de la question, que je citerai un peu plus tard, qui se demandent si les jeunes musulmans se font contaminer eux-mêmes par les wokistes dans leur démarche. La question ne semble pas absurde, mais comme j'essaierai de vous le montrer, je pense que cela posé témoigne en fait d'une profonde incompréhension de l'islam. Alors pourquoi cette opposition apparaît insurmontable? Ce sera ma première partie pour vous montrer qu'elle ne l'est pas. Ensuite, j'irai plus profondément dans ces congruences et enfin dans ce que j'appelle un jeu de dupes. D'abord, de quoi parlons-nous? Donc, je recommence avec mes précautions oratoires. Je vais utiliser un certain nombre de mots et il n'est pas certain qu'ils aient pour moi la signification qu'ils ont pour vous. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, 99%, lorsqu'on parle d'islam, par exemple, les gens pensent à une religion. L'islam n'est pas une religion comme les christianismes peuvent en être. L'islam est un système. C'est un système, c'est un bloc de civilisation dans lequel il n'y a pas de différence de nature entre la foi, le droit
et l'organisation de la société sur les fondements que les deux premiers constituent. C'est aussi une manière d'être individuelle qui rend possible cette organisation de la société. Mais lorsque je vais utiliser ce mot, je ne fais pas référence à un rapport à des valeurs universelles qui se trouvent dans l'islam, ni à une relation au divin, ce à quoi pensent évidemment la plupart des gens lorsqu'ils entendent un mot qui évoque une religion. Je vais essayer à chaque fois de penser à ce bloc système. C'est aussi le choix d'une soumission à la volonté de Dieu, c'est-à-dire, comme le mot musulman le signifie, soumis, un refus de la souveraineté humaine sur Terre, ce qui est en général mal vu en Occident, ce qui est une très grosse erreur, parce que si l'islam connaît le succès qu'il connaît depuis des siècles, c'est parce que c'est une manière d'être homme dont l'humanité a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reconnaissent leur humanité dans cette dimension, et je pense que les grandes civilisations se construisent autour de ces manières d'être. J'utilise ce mot volontairement parce que je vais le réutiliser bientôt. Et c'est aussi un système qui permet la paix de la pensée au milieu de toutes les contradictions qui naissent de ce que je viens de dire. Et tout ça est perçu négativement en Occident parce que les Occidentaux projettent leurs préjugés sur les civilisations qu'ils étudient lorsqu'ils n'en sont pas des spécialistes. Je ne parle pas arabe, je ne suis pas un spécialiste de la civilisation islamique, mais j'essaye au moins d'éviter certaines fautes de base. Un autre détail à prendre en compte avant de rentrer dans le sujet, c'est que la présence des musulmans en Occident ne va pas de soi. Elle a été interdite à l'origine pendant très très longtemps, et l'immigration post-Seconde Guerre mondiale a rendu cet interdit caduc, et au bout de 3 générations a donné à certains d'entre eux la volonté d'islamiser l'espace dans lequel ils vivaient, faute de pouvoir continuer à interdire aux musulmans d'y vivre avant que cet espace ait été conquis. Donc c'est peut-être une colonisation à rebours qui est peut-être bien fait pour les Occidentaux qui ont colonisé des pays musulmans avant, mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, quand les cadres communautaires musulmans de combat qui cherchent à islamiser cet espace prennent la parole, ils ont deux grands interlocuteurs, ou en tout cas ils s'adressent à 2 publics, 2 audiences. Les premiers sont les communautés islamiques elles-mêmes, parce que beaucoup de membres de ces communautés n'ont pas les connaissances ou l'intérêt même pour l'islam en tant que civilisation qu'ils ont. Et la seconde audience, ce sont les institutions occidentales, c'est-à-dire au sens large, les acteurs gouvernementaux, les médias, la société civile, auxquels ils veulent donner une certaine image, sans nécessairement vouloir partager cette manière d'être. Voilà pour l'islam. Le wokisme, pourquoi j'utilise cette expression de manière d'être? Parce que c'est une autre manière d'être. C'est une manière d'être, c'est un rapport au monde. Je suis très flou quand je dis ça, parce que le wokisme échappe aux définitions simples, et vous allez comprendre pourquoi. Être woke, si vous vous en souvenez, c'est le participe passé du verbe wake, qui veut dire éveillé. Donc littéralement, être woke, c'est être éveillé face à l'injustice, c'est avoir conscience de la perpétuation de schémas de domination qui appellent à une vigilance, voire à une lutte pour y mettre fin. Donc, le terme apparaît dans l'argot afro-américain des années 60 pour signifier cet engagement, puis il revient une quinzaine, une vingtaine d'années après sur la scène publique, après avoir fait un détour par ce qu'on a appelé, en s'en moquant, le politiquement correct. Sociologiquement, les militants woke sont issus de familles aisées, en général qui n'ont jamais souffert de la vie, un peu comme les gauchistes, le gauchiste étant, comme l'histoire nous l'a appris, une sorte de rite de passage entre l'adolescence et la bourgeoisie, plutôt que vers la gauche. À la base du wokisme, il y a un scepticisme radical sur la possibilité même d'une connaissance objective. Tout y est construction sociale, y compris le savoir. Et le principe de base est que la société n'est qu'un système de pouvoir et d'oppression. Alors, quels sont les fondements du dogme? C'est d'abord la déconstruction de la réalité. Je prends un exemple tout simple qui permet de le comprendre. Dans l'univers des woke, où seul compte la subjectivité,
la réalité d'une agression, par exemple, n'est attestée que par la perception qu'en a la victime. Donc les woke favorisent essentiellement l'émotion, et toutes les émotions traditionnelles de la plupart des mouvements progressistes, c'est-à-dire la sympathie pour les marginaux, l'indignation face au sort des opprimés, la détermination à redresser des torts historiques. Mais en même temps, ce faisant, il récuse l'existence d'actes observables et de faits qualifiables en droit, d'intérêts fondés sur des calculs rationnels et quantifiables, ou de systèmes de pensée de valeurs concurrentielles. Le tronc idéologique du wokisme, on ne va pas en faire l'historique ici, c'est la théorie déconstructionniste en grande partie française des années 60-70, et ses branches sont le postmodernisme appliqué. Et puis les feuilles de l'arbre, ce sont les activismes proprement dit de justice sociale, c'est une formule entre guillemets, et les méthodes de cancel culture dont on a parlé et sur lesquelles je vais revenir. Et toutes les relations humaines deviennent des relations entre opprimés et oppresseurs, très au-delà de ce que pouvait être la pensée marxiste ou post-marxiste des années 60-70. Donc le monde dans sa globalité est devenu l'arène d'une guerre raciale et sexuelle mondiale entretenue par l'impérialisme et le colonialisme systémique blanc. Il faut toujours utiliser systémique en langage woke parce que ça donne l'air très sérieux. Mais ça a des conséquences graves. Par exemple, Judith Butler, que vous connaissez, ça a été dans les journaux partout, grande prêtresse du féminisme radical woke, explique par exemple que le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements d'émancipation sociale. Mais il ne faut pas oublier que Pol Pot, Khomeini et Kadhafi étaient sous la plume de Michel Foucault des héros de la guerre anticoloniale. Donc, ça se vaut largement. Le problème de cette fraction de la gauche qui est devenue wokiste, c'est qu'elle est orpheline de son héros, qui est le prolétaire, parce que la société est devenue une société de service, parce que les ouvriers ne sont plus là. Et donc, ils étaient objectivement victimes d'un système économique d'oppression spécifique qui a disparu, parce que l'histoire a avancé. Et il a fallu remplacer la classe ouvrière, et alors elle a été remplacée par pratiquement l'intégralité de l'humanité. Ces gens sont également orphelins du colonisé au sens propre qui a disparu dans les années 60 et ils vont donc le refabriquer. Ils trouvent des injustices partout et donc le nouvel oppresseur n'est plus le capitaliste, ça va être le mâle blanc en bonne santé et donc tout ce qui n'est pas mâle et blanc et en bonne santé est opprimé. Et donc on élargit très largement le champ qui était celui qu'occupaient les ouvriers dans une logique marxiste. Donc les victimes, c'est tout le monde, les femmes, les minorités raciales, sexuelles, les handicapés, les obèses. Et être woke, c'est exercer cette constante vigilance pour dénoncer les crimes des premiers sur tous les seconds. La race a un rôle essentiel là-dedans. Parce que le wokisme veut lutter contre le racisme. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Pour nous, dans cette salle, enfin, j'espère, si on m'a invité, l'autre n'est pas seulement un autre moi-même, c'est également ce que moi je ne suis pas. C'est parce qu'il est mon frère humain qu'il n'est ni réductible ni identique à moi. Or, chez les woke, les réunions non mixtes, racisées, interdites aux blancs, aux hétérosexuels, présuppose que les personnes différentes ne peuvent pas se comprendre, mais également que des personnes de couleur de peau différentes ou sexuellement d'orientation différente ne peuvent pas se comprendre, mais que celles qui ont la même couleur de peau ou la même orientation sexuelle, comme on dit, elles se comprennent nécessairement, comme si cette similitude les rendait identiques les unes aux autres, et donc le wokisme érige en réalité les barrières qu'il prétend dénoncer. Et un point intéressant, parce qu'il va faire le pont avec un certain nombre de musulmans dont on parlera après, c'est que les groupes de travail en faveur de la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est le slogan woke, nient systématiquement l'existence de tout antisémitisme, alors qu'il explose de manière visible partout, surtout aux États-Unis, au motif que les juifs étant des oppresseurs par essence, puisqu'ils rentrent dans la catégorie des blancs, leur cas n'a pas à être abordé. Selon la théorie woke postcoloniale, le décolonialisme doit passer par l'abandon des droits de l'homme pour libérer le monde de la domination occidentale et nier l'existence de la violation de ces droits avant l'apparition du blanc, parce qu'il y avait quand même des guerres et puis des petits crimes qui se passaient un petit peu dans le reste du monde avant que l'Europe le conquiert en bonne partie,
nier ces violations n'a pas de sens, puisque avant que les Blancs parlent de droits de l'homme, il n'y avait pas de droits de l'homme. Donc, les wokistes reconstruisent le monde ainsi, et certains, et ce n'est pas une frange minoritaire, avancent que l'adoption de l'islam, parce que c'est par essence la foi des opprimés, d'ailleurs ils le conçoivent comme une foi parce qu'ils ne savent pas très bien ce que c'est, serait susceptible de résoudre les problèmes du monde. Vous imaginez à quel point ça ravit certaines personnes qui ne demandent que ça. J'anticipe un peu sur les futures congruences, mais ça méritait d'être dit maintenant. Donc les idées libérales, la promotion de la démocratie, la méritocratie, le recours à la raison, sont des masques derrière lesquels avance le blanc. Et les woke s'affranchissent ainsi de l'obligation de tenir des propos sensés, de présenter des arguments raisonnés, d'éviter des contradictions ou de prouver quoi que ce soit, des démarches qui relèveraient de la soumission à l'oppression. C'est exactement ce que Stefan Zweig nous écrivait dans l'Allemagne, dans les classes allemandes des années 20-30. C'est pour cette raison que le wokisme, dans ses diverses manifestations, constitue un vecteur politique parfait pour ceux que j'appellerais les activistes musulmans d'aujourd'hui. La tendance à blâmer la blanchité et la supposée tendance dominatrice de l'homme blanc et sa responsabilité dans la plupart des malheurs du monde sont parfaitement adaptés à une idéologie comme l'islamisme, né à la fin du 19e, début du 20e siècle par opposition au colonialisme et qui a imputé à l'Occident une grande partie des problèmes du monde musulman. Surtout une manière pour le monde musulman de ne pas considérer qu'il est responsable des problèmes qu'il vit. Je ferai une distinction très importante ici, et je sais qu'elle vous sortira de l'esprit un peu plus tard, mais l'islamisme, ce n'est pas ce qu'on appelle l'islamisme dans la presse. Ce n'est pas les gens qui, sous-entendu, promeuvent un islam radical. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un islam radical, je ne sais pas ce que c'est qu'un christianisme radical, je ne sais pas ce que c'est qu'un judaïsme radical. Non, un islamiste, c'est quelqu'un qui appartient à un mouvement très spécifique. On ne va pas rentrer dans l'histoire et je ne vais pas vous accabler de noms, mais c'est un mouvement d'acquisition des instruments de la modernité occidentale pour conquérir l'État en terre d'islam, l'islamiser et le retourner contre l'Occident. Et ce n'est pas du tout ce que sont les frères musulmans, par exemple, qui se moquent parfaitement de conquérir l'État et qui sont là pour reconstituer une société islamique. Eux, ce sont des néo-fondamentalistes au sens propre. On ne va pas rentrer non plus dans ces détails ici maintenant. Mais quand j'utiliserai le mot islamiste, je l'utiliserai au sens correct, si je puis dire. En tout cas, de tout ce que je viens de dire, il s'ensuit que le musulman en général est un opprimé et le palestinien devient le remplaçant idéal du prolétaire, de la victime disparue. Le wokisme prend très souvent des libertés avec la réalité parce qu'il peut le faire. Il peut le faire parce qu'il la nie, je vous l'ai dit. Par exemple, le Black Lives Matter fustige en permanence les Blancs et leur responsabilité dans l'esclavage des Noirs. Sauf que l'esclavage organisé par les Blancs n'a touché qu'un tiers des Africains qui ont été privés de leur liberté au cours de l'histoire. Parce qu'il n'existait pas une, mais 3 traites négrières en Afrique, la traite atlantique, la traite arabo-musulmane et la traite interafricaine, qui alimentaient les 2 autres. La première a touché en gros 11 millions de personnes, la seconde 17 et la troisième 14. Donc en fait, ils ne s'intéressent qu'aux tiers qui les arrangent. Et lorsqu'on soulève le problème, on l'efface. Par exemple, Christiane Taubira, lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet, a répondu qu'il était préférable de ne jamais évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas, je la cite, le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Donc, on est vraiment dans le refus de la contextualisation, le refus de l'histoire et de la réalité, pour échapper à l'effort de contextualisation. Parce qu'il faut comprendre pourquoi des gens pensaient que les Noirs étaient des êtres inférieurs il y a des siècles. Faire passer les problèmes raciaux de sociétés différentes aujourd'hui pour une forme de racisme américain, tout comme prétendre que le statut des immigrés est assimilable à celui des porteurs de l'étoile jaune, est à nos yeux une profanation de l'histoire et de la mémoire individuelle des victimes. Pas pour le wokisme, puisqu'il est fondé essentiellement sur la décontextualisation,
aidé largement par l'ignorance crasse de ses adeptes, mais je reviendrai dessus. Donc, le Palestinien est devenu, en gros, le dernier colonisé, parce que c'est un colonisé qu'on peut montrer, il est là, il est réel. Et là, on n'est plus dans des élucubrations intellectuelles qui percolent dans un café enfumé de la rive gauche des années 70 en lisant Michel Foucault, ou en parlant de la Longue Marche ou du Lider Maximo. Non, là, on est passé au soutien actif à un groupe fanatisé de tueurs sadiques qui sont supposés être des résistants du troisième type. Et c'est un saut qualitatif qui est étudié par des sociologues ou des anthropologues, par exemple, comme Pierre-André Taguieff, que vous connaissez. Mais le point le plus intéressant, à mon avis, des acteurs de ce saut qualitatif, c'est leur jeunesse, ce que décrivait Stefan Zweig. C'est une nouvelle génération d'étudiants, nouvelle génération de musulmans aussi, qui a été formée aux sciences sociales, en sciences humaines, en communication. Et on va comprendre que ça va avoir un enjeu essentiel ici. Parce que cette sensibilité de la nouvelle jeunesse est partagée par cette jeunesse islamique de combat et elle domine le vocabulaire, les cadres mentaux, si on peut dire, des cercles du monde politique, médiatique et de la société civile. Elle se débarrasse complètement des topoïs du langage islamiste et du langage néo-fondamentaliste et adopte un vocabulaire, des cadres de pensée, des causes progressistes. Et donc, ça permet aux jeunes combattants de l'islam aujourd'hui de forger des alliances très solides dans la société dominante et d'être acceptés par l'élite. D'autant qu'il y a une fascination pour l'islam qui s'est emparée d'une grande partie de l'élite, surtout dans la gauche occidentale, depuis les années 50, en partie liée à l'anticolonialisme, mais c'est une autre histoire. Donc, pour conclure très simplement sur le wokisme, en gros, qu'est-ce que c'est l'idéologie wokiste? C'est le déni de toute connaissance objective au profit des relativismes des points de vue, l'effacement des frontières dans tous les domaines, y compris celui du sexe, puisqu'on déconnecte le sexe et le genre, parce que toute définition, toute différenciation, toute frontière est un acte de domination ou d'oppression. Ensuite, c'est l'impossibilité de comprendre une autre civilisation que la sienne en rendant tout discours sur une culture étrangère usurpatoire. C'est la conviction que tous les rapports humains et le langage qui les rend possibles sont des relations de pouvoir. Réduisons le monde à des oppresseurs et des opprimés, on a vu qui était qui. Et enfin, c'est la négation de l'individuel et de l'universel, qui sont deux fictions occidentales, au profit d'un seul marqueur, la race. Donc son objectif, l'objectif du mouvement wokiste n'est pas la liberté, c'est l'égalité, et non pas l'égalité des personnes, mais l'égalité des résultats, l'égalité des groupes sexuels et raciaux, dont ils ont d'ailleurs le monopole de la définition. Et quiconque n'épouse pas ces dogmes ne mérite pas de s'exprimer. Quiconque émet une parole divergente en prétendant qu'il existe, par exemple, des hommes et des femmes, fait l'objet de campagnes de diffamation, d'insultes et des invités, des plateformisés. Il y a plein de mots pour exprimer ça dans le cadre de la cancel culture que Gérard Rabinovitch a mentionné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est on est un système. Et en fait, on a deux systèmes, ce qu'on appellerait grossièrement deux religions. Mais en fait, ce sont des systèmes de pensée et des manières d'être. Mais il y a une très grande différence, c'est que l'islam va s'accrocher à des principes universels et les woke vont les nier. L'islam s'assume comme tel, comme un système dont l'humanité a besoin. Alors, il y a des gens qui disent qu'il n'en a pas besoin et il y a des gens qui ne veulent pas en faire partie, mais il est là. Plus intéressant, les woke refusent de se reconnaître comme tel. Il y avait hier, à l'école des hautes études en sciences sociales, un séminaire organisé par Michel Viviorca dans lequel est intervenu un chercheur du Centre de recherche politique de Sciences Po et qui a effectué une présentation sur le titre « La fabrication d'un mythe de l'existence du wokisme ». Le wokisme n'existe pas. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne se reconnaît pas comme un mouvement, comme une doctrine, comme un système. Il se reconnaît comme l'aboutissement de la pensée occidentale qui, à force de se retourner sur elle-même, s'est déconstruite. Deuxième raison, s'il n'existe pas, on ne peut pas le combattre.
Donc on évite les coûts. Et c'est très, très, très habile. Donc d'un côté, on a un système en quête d'absolu, et de l'autre côté, on a un système en quête de relatif total qui se l'impose à lui-même. C'est un peu comme dans le système marxiste. Alors je sais qu'il y en a qui ont bien fréquenté le marxisme dans leur jeunesse. Les marxistes, que disaient-ils? Ils disaient tout est superstructure. Le système de production crée les modes de pensée, les affects, la culture, tout ça c'est de la superstructure. Oui, mais alors, la pensée marxiste qui est issue d'un système de production est de la superstructure. Et puis lorsque le système de production changera, elle disparaîtra, ce qui est d'ailleurs arrivé. Ben non, tout le monde est superstructure, sauf moi. Ben c'est exactement pareil chez les wokistes. Tout est relatif, sauf ma parole qui est absolue. Et ça marche très très bien. Et ça marche exactement de la même manière. Alors le wokisme peut parfaitement se dire anti-religieux. Ce n'est pas gênant. D'ailleurs, pour une oreille musulmane, si le musulman sait qu'il n'est pas le représentant d'une religion, mais de quelque chose de tout à fait différent. Alors évidemment, les fariboles de fluidité de genre et toutes ces choses-là, c'est secondaire. Les musulmans n'aiment pas trop ça, mais il va falloir comprendre, et ce qu'on va faire un peu plus tard, comment, à la fin de cet exposé, comment des gens qui devraient se détester et qui, à Gaza par exemple, se tuent, puisque les LGBT en général sont précipités du haut des immeubles, comment est-ce qu'ils manifestent ensemble ici? J'ai entendu Douglas Murray dire avec une pointe d'humour très britannique que les LGBT devraient être très, très, très reconnaissants auprès des Israéliens, parce qu'avec moins d'immeubles qui se tiennent debout à Gaza, il y avait moins de chances d'être précipités du haut des toits. Mais c'est de l'humour anglais. C'est pour ça que je cite mes sources. Mais derrière ces différences de fond et de forme, vous voyez qu'il y a des structures de pensée, des manières d'être qui sont communes. Donc on va aller maintenant dans un second temps, on va aller un peu plus profondément. Qu'est-ce qui rend possible ces intérêts et ces méthodes de pensée communes? Alors forcément, je vais redire des choses, parce que je ne peux pas inventer le monde à chaque fois, je vais redire des choses en allant plus vite que j'ai dites dans l'émission que m'a demandé de faire avec lui Antoine Mercier. Mais je vais aussi en dire d'autres que je n'ai pas eu le temps de dire. Le premier point, alors là, je ne suis pas un psy, donc je parle sous la surveillance de ceux qui savent. Il y a une dimension extraordinairement narcissique qui est partagée par l'islam et le wokisme. C'est la centralité. Mahomet a un message. Tous ceux qui ont fait quelque chose de bien ou dit quelque chose de bien avant lui sont des musulmans. Ils s'ignoraient comme tels, mais ce sont des musulmans. Ensuite, il y a son message, et ensuite, il n'y a plus que son message possible dans le monde, c'est-à-dire que les autres messages sont disqualifiés. C'est exactement ce que font les wok. Ce sont des jeunes gens qui sont au centre de tout. Eux, c'est par l'affect qu'ils se mettent au centre de tout. La deuxième dimension, c'est l'identité. Ce qui compte, c'est l'identité de celui qui parle et celui qui écoute, et pas le contenu de ce qu'on dit chez les wok. Et le pont qui a été bâti entre la défense de la civilisation islamique et le wokisme, il a été par Edward Said, que vous connaissez, quand il a dénoncé ce qu'il appelait l'orientalisme, et ce qu'il a considéré comme l'illégitimité de l'occidental à parler de l'Orient. Les savants occidentaux n'ayant pris la parole que pour dominer les orientaux et non pour les comprendre. Alors évidemment, il y a eu de très bons livres écrits sur le sujet pour prouver que c'était totalement faux, mais ça n'a aucune importance. L'idée ici, c'est que tout discours sur le monde arabo-islamique par un non-arabe ou un non-musulman est par essence illégitime, puisque chacun est enfermé dans sa culture, nous sommes tous victimes d'une impossibilité existentielle de nous ouvrir à autrui. Et derrière la dénonciation légitime d'une certaine forme de colonisation quand elle a lieu, cette idée est fondamentalement anti-humaniste, anti-universaliste,
puisqu'elle dénie l'existence de ponts possibles et de compréhension, à la fois entre les individus et entre les civilisations. Alors, je l'avais dit dans l'émission avec Antoine Mercier, le pendant israélien d'Edward Said, c'est Yuval Noah Hariri, qui explique que les civilisations ne sont que des groupes humains qui racontent des histoires, parce qu'il n'y a pas de valeur transcendantale, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de beau, et donc on baigne dans un relativisme absolu. C'est pour ça que j'ai dit qu'à mes yeux, ces deux penseurs mettaient leur intelligence au service du degré zéro de la pensée. En tout cas, tout ce que fait l'opprimé est légitime, tout ce que fait l'oppresseur est illégitime, tout ce que dit l'opprimé est légitime, tout ce que dit l'oppresseur est illégitime. Il n'y a pas de jugement moral sur le contenu d'un discours, ni sur un acte. En l'occurrence, le juif est un oppresseur, tout ce que dit un juif est illégitime, tout ce que fait Israël est illégitime, et ainsi de suite. Les actes des uns et des autres n'ont absolument pas d'importance. Et le Hamas peut comme ça devenir un défenseur des mondiales des opprimés, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il y a certains textes woke qui expliquent que la Shoah n'est pas un crime, puisque c'est une sorte de règlement de compte entre oppresseurs blancs. Il ne peut y avoir de crime que lorsqu'un blanc commet un acte contre un non-blanc. Donc discriminer, trier entre les bonnes et les mauvaises victimes, c'est le fondement de l'idéologie wokiste, qui est une machine de guerre contre l'universalisme et l'humanisme. Et ce tri, paradoxalement, il préside à la constitution de l'opinion publique islamique. Je donne un exemple. Dans les pays musulmans, surtout arabes, je ne sais pas comment ça se passe en Indonésie, Septembre noir n'existe pas. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État palestinien en Jordanie, il n'y a pas eu de massacre de Palestiniens par l'armée jordanienne. Alors on a demandé à Yasser Arafat comment il pouvait embrasser le roi Hussein dans les années 80, après ce qui s'est passé en 70, et il a répondu qu'il fallait distinguer entre la lutte existentielle contre Israël d'une part et les querelles de famille d'autre part. C'est l'identité qui compte, ce n'est pas l'acte. Et c'est vraiment ce que nous disent les wokistes aujourd'hui. Ce qui, soit dit en passant, était jusqu'à présent la définition du racisme. Troisième point, c'est le rapport au langage. Donc je vais revenir dessus. Le langage est un acte magique. Parce que vous pensez tous probablement ici, parce que vous êtes rationalistes, que la magie n'existe pas, mais en fait la magie existe. Je m'exprime. Quand je dis par exemple le mot stylo, ce sont quelques lettres qui produisent un son de 2 syllabes. Stylo, on peut mettre stylographe pour les puristes, 3 syllabes. Mais c'est un son. Ce son fait naître dans votre esprit un concept. C'est-à-dire que ma parole crée quelque chose. C'est la définition même de la magie. La parole crée. C'est la seule magie qui existe au monde. Le reste, non. Harry Potter, non, ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est vrai. C'est la magie. Et donc, l'utilisation de la magie du langage va être essentielle pour créer des ponts entre le système de pensée wokiste et le système islamique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les wokistes sont des nominalistes extrêmes. Ils n'attribuent pas d'universalité à des catégories transcendantes. Ils ne reconnaissent pas ce qui est construit par l'esprit de l'observateur. Pour eux, il y a le particulier. Le général n'est qu'une invention humaine, établie pour notre commodité de réflexion. Mais la réalité est une fabrication littéraire. C'est pour ça que tout ce qui est dit est... Ils étendent le pouvoir de la magie à tout. Toute page insatisfaisante peut être déchirée et réécrite. On change les choses, on change le monde en changeant les mots. Ça vous rappelle peut-être 1984 d'ailleurs. Cette déconnexion entre le langage et le réel est recherchée, elle est assumée par le wokisme pour une raison simple, parce que la doctrine wokiste dit le réel n'existe pas, c'est le langage qui le crée, donc c'est mon pouvoir magique qui crée le monde. Donc j'en fais ce que je veux. Je peux dire que les hommes et les femmes n'existent pas. Je peux dire que je suis un poisson rouge. Mais ce n'est pas drôle, ils le font. Donc quand on raille Trump et ses faits alternatifs, c'est un amateur. Les wokistes sont ceux qui font se plier les faits et la matérialité du monde à leur idéologie. Et la cancel culture vient le vérifier. Je donne un exemple tout simple. Il y a eu une étude menée au Canada l'année dernière ou l'année précédente, je ne me souviens plus, sur la sévérité des peines en fonction de la race.
Et l'étude a prouvé que les Noirs et les Indiens, au sens natives, à crime égal, étaient condamnés moins sévèrement que les Blancs. Parce que les juges, précisément, estimaient qu'ils étaient victimes d'une société oppressive et voulaient leur donner plus de chances. Donc, ils étaient condamnés moins sévèrement. Donc, l'étude a été interdite à la publication. Alors, le fait que le langage crée des structures mentales est vrai. Par exemple, le mot juif était une insulte au XIXe siècle. C'est pas mal que ça ait changé dans le dictionnaire au XXe siècle. Mais les woke vont utiliser cette magie du langage pour changer le monde dans l'autre sens. Alors, vous m'avez demandé d'écourter ma présentation, mais on va se faire plaisir. 2 minutes. Je vais vous donner quelques exemples de la manière de nommer les choses différemment que j'ai prises dans des textes wokistes. Alors, on ne dit pas mort, on dit définitivement gêné. On ne dit pas échouer, on dit atteindre un niveau de déficience. On ne dit pas gros, on dit possesseur d'une image corporelle alternative. On ne dit pas fille, on dit pré-femme. On ne dit pas vieux, on dit chronologiquement doué. On ne dit pas enceinte, on dit parasitairement opprimé. On ne dit pas idiot, on dit défié sur le plan cérébral. On ne dit pas épouse, on dit survivante d'une incarcération domestique. On ne dit pas viande, on dit carcasse animale transformée. Évidemment, on ne dit pas des petits nègres d'Agatha Christie, on dit ils étaient 10 et ainsi de suite. J'ai même trouvé un dictionnaire de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais revenir à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Ce sont les 1001 nuits. On raconte des histoires pour échapper à la réalité. Je vous rappelle l'histoire des 1001 nuits. Le sultan, en représailles à l'infidélité de son épouse, la condamne à mort. Et pour être certain de ne plus être trompé à l'avenir, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. C'est une méthode sûre. Et Scheherazade, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan et puis, aidée de sa sœur, elle va chaque nuit lui raconter une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Alors évidemment, s'il la tue, il n'a pas la fin. Donc, il la garde en vie pour avoir la fin de l'histoire, puis elle recommence, et ça dure 1001 nuits, et finalement, il renonce à la faire exécuter parce qu'il a passé un bon moment pendant ces 1001 nuits à entendre des histoires. Mais c'est une histoire en fait qui est tout à fait pré-islamique, hein, mais elle est très pertinente ici parce que dans l'islam, le langage sert essentiellement à ça, à conjurer la réalité et à lui échapper perpétuellement. Et donc, c'est pour ça qu'il permet des aberrations à des oreilles occidentales, et c'est pour ça qu'il y a ce complotisme dans la civilisation arabe, et même la civilisation islamique en général, auquel j'ai fait référence dans l'article, où des bonbons, les Israéliens distribuent des bonbons aphrodisiaques aux femmes palestiniennes pour que leur mari s'épuise, et comme ça ils les vaincront plus facilement. Les ballons publicitaires deviennent des attaques de gaz. Les requins qui attaquent des touristes en mer Rouge sont des agents du Mossad, et ainsi de suite. Et donc, je ne parle pas du complot sur le 11 septembre. Il y a un mythe global dans lequel baigne toute la civilisation, avec des films, avec des feuilletons, avec des articles dans les journaux, un complotisme permanent avec des idées qui nous paraissent folles. Et en fait, ce n'est pas drôle du tout. C'est un système, c'est un mode de pensée dans lequel le langage n'a pas le même rôle qu'en Occident, tout simplement. Il n'y a rien de drôle à ça. Je vous donne un exemple de la capacité de dire tout et son contraire. L'exemple est gros, c'est Al Jazeera. Al Jazeera, vous connaissez, c'est la chaîne du Qatar. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est Al Jazeera Plus, c'est-à-dire la chaîne en français, anglais, espagnol, qui, je la cite, jette un regard de justice sociale dans un monde qui lutte pour le changement. Al Jazeera Plus est une marque unique et mondiale d'information et de récits numériques dédiée aux droits de l'homme et à l'égalité, obligeant le pouvoir à rendre des comptes et amplifiant les voix des communautés marginalisées qui cherchent à faire connaître et entendre leurs histoires.
Al Jazeera Plus est une chaîne wokiste. Elle fait partie du réseau médiatique Al Jazeera, qui dit en arabe tout le contraire. Alors c'est une entité indépendante sur le plan éditorial, qui est tout aussi financée par le gouvernement du Qatar, et pour lutter contre l'influence occidentale dans les radios occidentales. Et ça marche très très bien. Elle est pionnière, elle est pleine de jeunes gens, ils sont créatifs, ils travaillent dans l'incubateur d'Al Jazeera, ils connaissent le vocabulaire que les jeunes attendent, ils font passer ce message à un public très différent de celui de la chaîne mère, qui dit absolument tout le contraire, puisqu'elle tient le discours des frères musulmans, qui est un néo-fondamentalisme classique et tout à fait orthodoxe. Les sujets d'Al Jazeera Plus n'ont en gros rien à voir avec les questions liées à l'islam, mais accusent systématiquement les sociétés occidentales d'injustice, de discrimination, et non pas seulement à l'encontre des musulmans, mais à l'encontre de tous les groupes de victimes, les minorités ethniques, religieuses, les LGBT, tout ce que disent les woke. En fait, il n'y a aucun problème pour Al Jazeera à dire l'un et l'autre à la fois. Ça leur permet de diaboliser, bien sûr, les Américains et les Israéliens, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Il s'agit de choisir le langage pour faire passer un message, et que ces messages soient contradictoires n'est pas un problème. Et cette déconnexion avec la réalité est aussi une déconnexion avec le contenu de son discours. Il est rare en Occident d'avoir le représentant d'une idéologie qui soit libérale, nazie, communiste, fasciste, ce que vous voulez, capable, droit dans les yeux, de vous tenir le discours opposé avec la même conviction que la sienne. Ça n'a juste pas de sens. Mais chez Al Jazeera, non seulement ça a du sens, mais c'est fait pour. C'est constitutif de son modèle. Je vous donne 2 exemples qui sont tout à fait personnels. Un jour, j'étais en réunion avec le directeur de l'antiterrorisme égyptien. J'étais en Espagne et il faisait une présentation et on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Le pauvre preneur de notes, le scribe espagnol, regardait le président de la séance et pleurait en disant « Qu'est-ce que je fais ? Je ne comprends pas ». L'autre lui disait « On va attendre ». Après le déjeuner, pour essayer de rebondir, le président de séance demande au délégué égyptien « Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous redire ce que vous nous avez dit ce matin ?» en espérant que là on comprendrait. Il dit « Avec plaisir ». Il dit le contraire. Et là, j'ai compris ce que Bernard Lewis avait expliqué et qui m'avait paru abstrait pendant très très longtemps, c'est que la civilisation islamique s'est construite sur la déconnexion entre la pensée, le langage et l'acte. On se moque de ça, mais c'est pas drôle du tout. Le langage en terre d'islam n'a pas, comme dans la tradition grecque, la fonction d'avènement, de réalisation, d'actualisation de la pensée. Donc, le mot n'est pas à la recherche de la précision qui va rendre la technicité possible. Bernard Lewis le dit, dans l'éducation et plus tard dans la vie, en terre d'islam, le mot, écrit ou même parlé, a une magie, c'est pour ça que je vous ai parlé de magie, et un pouvoir qui lui sont propres, indépendants à la fois du sens et de la réalité, ou même les transcendants. Ça fait sens. La poésie et l'éloquence étaient des excellences arabes avant l'arrivée de l'islam. Elles restent des traditions vivantes au Proche-Orient. Et le succès de Ben Laden n'est pas étranger à ces traditions. L'art du verbe survit, notamment comme exitoire politique, parce qu'il permet de créer des mondes. Et puis il ne faut pas oublier non plus que l'histoire linéaire, séculière et porteuse de progrès des Occidentaux, la conception du temps est différente. Pour un musulman qui est né là-dedans, qui a baigné là-dedans, l'histoire n'existe pas sous cette forme. C'est une série d'instants répétés créés par Dieu et marqués par ce qu'on appellerait aujourd'hui en Occident la religiosité et des éphémérides qui permettent des commémorations et des points de repère. Donc on raconte des histoires. Il ne faut
faut pas oublier qu'en Égypte, la majorité de la population croit que l'Égypte a gagné la guerre de Kippour. Je vais vous citer un grand intellectuel iranien, Darius Shayegan. La plupart des idées que j'emprunte n'ont souvent aucune contrepartie sociale dans les faits, et les excès pléthoriques des discours creux qui me grisent sont tout juste bons à justifier mes déficits conceptuels. Le mensonge s'insère dans la trame de mes idées, dans les distorsions de mes concepts, dans l'inconséquence de mes actes, et me poursuit dans mes derniers retranchements. Il devient en quelque sorte ma seconde nature. Il n'est pas arabe, c'est un persan. Donc l'islam a créé un système qui apporte énormément à l'humanité, mais qui a un prix. Enfin, cet apport a un prix, et ce prix, c'est que le verbe devient le substitut de l'acte impossible. Je veux que ça ait eu lieu, je dis que ça a eu lieu, j'ai fabriqué la réalité. C'est ce que fait le wokisme. Donc, le continuum occidental, je pense, j'exprime, je fais, n'existe pas dans l'islam. Et ce que réussit à faire le wokisme, c'est qu'il y met fin en Occident. Le langage était fait pour me rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire démystifier et maîtriser par la compréhension intellectuelle. C'est ça que le wokisme déconstruit. Dans le wokisme, le verbe est un acte. Dans la tradition occidentale, il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ça. Mais eux, ils peuvent. Et c'est une démarche essentiellement religieuse. C'est pour ça que je les ai mis sur le même plan. Donc songez aux dizaines de genres inventés par le wokisme, songez à cette déconnexion entre les mots et la réalité. Enfin, la Californie a installé des tampons dans les toilettes pour hommes. Et un kit sur les hommes qui ont leurs règles a été distribué cette année dans les écoles anglaises. À quel titre? Au nom de l'équité, de la diversité et de l'équité. On doit traiter tout le monde de la même manière. Mais ces aberrations pour des esprits rationnels ne sont absolument pas gênantes pour des woke qui nient l'existence d'une réalité dès lors qu'ils ne l'ont pas construite. Leur perception de la réalité a une valeur intrinsèque indépendante de la vérité ou de l'existence de cette réalité. On ira un peu plus loin dans la troisième partie pour comprendre pourquoi c'est possible. Je vais vous citer une autre expérience que j'ai vécue, deux autres. J'ai eu une étudiante dans une école de commerce, lors d'un cours sur la nation, le peuple, l'État, parce que faut quand même leur expliquer que ce n'est pas la même chose. Et à cette occasion, je leur explique qu'il y a des peuples qui n'ont pas d'État, il y a des nations qui sont composées de plusieurs peuples, enfin que c'est compliqué, c'est des concepts différents, et puis qu'il y a des revendications insatisfaites. Il y a des Kurdes qui voudraient avoir un État, il y a des Palestiniens qui voudraient avoir un État qui n'ont jamais eu. Elle me dit, mais non, les Palestiniens ont eu un État, mais les Juifs l'ont envahi, l'ont détruit. Et je lui ai dit non. L'enjeu au Moyen-Orient, c'est de savoir s'ils vont en avoir un ou pas, s'ils méritent d'en avoir un ou pas, mais pas de recréer un État qui existait, parce qu'il n'a jamais existé. Elle me dit, bien sûr que si, tout le monde le sait. Je lui dis, écoutez, au prochain cours, vous me dites le nom du chef d'État, vous me montrez quand, les frontières. Mais j'ai pas besoin, tout le monde le sait. Je vous le dis. Le pouvoir du verbe. Plus sérieusement, en 2005, j'ai participé à la National Intelligence Conference aux États-Unis, qui est une sorte de grand-messe de toutes les agences de renseignement américaines. Il y en a plus d'une quinzaine. Et le discours introductif a été fait par le doyen, qui est devenu ensuite le directeur du renseignement national, James Clapper. Et je n'ai pas oublié une partie de son discours dans laquelle il disait, donc il y a maintenant près de 20 ans, le problème que nous avons aujourd'hui aux États-Unis, c'est que nos analystes ont un niveau de culture tellement bas qu'ils ne vont plus rien comprendre aux civilisations et aux sociétés que nous leur demandons d'analyser. Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Mais le problème que nous allons avoir demain dans la communauté du renseignement américaine, c'est que le niveau de culture de nos analystes va être tellement bas
qu'ils ne comprendront rien à ce que sont les États-Unis d'Amérique. Et quand je me suis retrouvé à déjeuner un jour à l'OTAN, assis à côté de lui, et je lui ai rappelé que je me souvenais de ses propos, il m'a regardé, il m'a dit « C'est vrai, j'ai dit ça en public, je n'aurais jamais dû. » Donc, ce relativisme est parfaitement perçu et parfaitement assumé par certains. Et il nous a contaminés. Ce que dit le Hamas est aussi vrai que ce que dit Israël. Ce que dit n'importe quel acteur est aussi vrai que ce que dit n'importe quel acteur. Il y a un alignement médiatique sur les 1001 nuits, non pas dans leur contenu, mais dans leur structure, dans la manière de raconter des histoires. Et ça, les héritiers des Lumières ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas, et lorsqu'ils le comprennent, ils portent un jugement négatif sur le discours islamique, parce qu'ils ne le comprennent pas. Et il n'y a pas de quoi du tout s'en moquer. Alors, il y a ceux qui s'en moquent, ils ont tort. Et il y a ceux qui ont peur de cette dérive. Mais ceux qui ont peur de cette dérive, eux, ils vont être critiqués et ils vont être accusés d'une chose très simple, d'islamophobie. Or, la lutte contre l'islamophobie, c'est un pont essentiel, peut-être encore plus essentiel que l'antisémitisme, entre le wokisme et l'islam de la jeune génération de combat. Qu'est-ce que c'est que l'islamophobie? Si on garde le terme phobie, c'est la crainte de la plupart des gens qui voient leur monde changer, qui voient leur monde s'islamiser et qui ont une réaction identitaire parce qu'ils perdent leurs repères et qu'ils veulent rester dans leur monde. Et c'est ceux qui votent aujourd'hui pour l'extrême droite. Il n'y a pas 50% de néo-nazis ou de néo-fascistes en Occident, en tout cas en Europe aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. En revanche, il y a des gens qui ont peur, oui. Puis en termes de valeurs, ce sont des gens qui ont peur, qui craignent la mort des valeurs occidentales et leur remplacement par d'autres valeurs dans l'espace public. Alors, les activistes musulmans dont je parle, ils ont tendance à amplifier et instrumentaliser ce problème pour servir les objectifs propres. Des objectifs différents de ceux des wok, évidemment, mais qui ont des points communs. Ils jouent cette carte pour promouvoir l'identité islamique et se tailler une place de leader au sein des communautés islamiques, en disant les autres représentants de la communauté ne vous défendent pas aussi bien que nous face à cette menace, que nous sommes les seuls à pointer du doigt et à identifier. Et ils ont parfaitement compris qu'aucun autre facteur n'a plus d'impact sur la formation d'une identité collective que l'existence ou la perception d'une force extérieure menaçant la communauté. Et ils ont fait preuve d'une très grande habileté aussi, en s'imposant comme les principaux défenseurs de causes qui, naturellement, indignaient la majorité des musulmans, même ceux qui ne partagent pas leur vue. Alors, de l'affaire Rushdie aux caricatures danoises, du conflit israélo-palestinien aux controverses sur le voile dans de nombreux pays dont la France, ces activistes ont utilisé leurs ressources et leur capacité de mobilisation pour mener des protestations contre des événements qu'ils décrivaient comme faisant partie d'un grand schéma d'agression occidentale contre les musulmans et l'islam. On est en plein dans la création d'un phénomène et dans l'utilisation du langage. À l'extérieur, l'islamophobie sert deux objectifs. Le premier, c'est de créer un éventail d'alliances avec d'autres communautés confrontées à des discriminations. Et on comprend maintenant comment ils sont capables, avec ce pont, de s'allier avec des gens que par ailleurs ils sont prêts à massacrer quand ils le pourront. Et ils les inscrivent, l'islamophobie, dans le cadre des injustices structurelles qui gangrèneraient les sociétés occidentales. Et donc ça leur permet de former des alliances sur cette base. Et puis, ils utilisent l'islamophobie, et c'est là qu'ils sont très forts, pour stigmatiser toute critique, non seulement de l'islam et des musulmans, mais toute critique contre eux-mêmes en tant que fer de lance de l'islam, ce qui leur permet de délégitimer le discours de tous les autres musulmans. Et il y a des institutions qui sont responsables de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va aller un peu plus vite, mais il y a le Center for Islam and Global Affairs, qui est une institution basée à Istanbul, qui se charge de structurer le discours contre l'islamophobie et le diffuse dans toutes les communautés qui en ont besoin. Et comme par hasard, elle est
en partie financé et coparrainé par des institutions qataries. Sur le plan universitaire, c'est un jeune universitaire autrichien qui est responsable du rapport annuel sur l'islamophobie en Europe, le European Islamophobia Report, et qui est à la fois un gros pavé chaque année, qui fait à peu près 1 millier de pages, qui porte sur 31 pays, et le pire, en 2000, il y a quelques années, je ne me souviens plus en quelle année, enfin, Emmanuel Macron était en couverture de l'un des derniers rapports, ce qui indique clairement que les cibles ne sont pas seulement des individus et des acteurs qui se livrent à une sorte de haine anti-musulmane manifeste, comme on peut en trouver dans des groupes néo-nazis, mais des personnalités publiques qui osent même marginalement remettre en question l'influence de l'islam dans la sphère publique. Alors eux aussi, les rédacteurs du rapport ont des liens avec l'AKP d'Erdogan, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils reçoivent des fonds de l'Union européenne. Et oui, parce que l'Union européenne doit lutter contre l'islamophobie. Il y a quelques députés du Parlement européen, d'ailleurs, qui ont un peu tiqué. Les activistes musulmans, et notamment les frères musulmans, ont compris que, globalement, la collaboration avec la gauche progressiste est une tactique très prometteuse, parce que les institutions céderont à leur discours s'ils s'allient avec elles. Et donc, ils ont infiltré les milieux antiracistes, et c'était primordial pour eux. Et pour ça, ils ont réussi un autre coup de maître. C'est qu'ils ont transformé l'appartenance à l'Oumma, à la communauté des croyants, la communauté des fidèles musulmans, en une race. Et ils ont pu associer toutes les préventions qu'on peut avoir à l'égard de l'islam et éventuellement de l'islamisation des sphères publiques en Occident à du racisme au sens propre. Et donc toute critique de leur idéologie, présentée comme l'islam tout court d'ailleurs, devient une attaque contre des individus, contre les musulmans, notamment le blasphème, qui devient une forme un succédané du racisme. Et c'est tout l'art de l'utilisation du terme islamophobie. La lutte religieuse au mauvais sens du terme et la lutte wokiste contre le racisme sont imbriquées, l'une et l'autre se servent mutuellement. Et là, c'est paradoxalement, c'est ça qui est amusant, si j'ose dire, l'establishment politique européen devient pour cette raison, au sens propre, islamophobe. Pourquoi ? Parce que les gens ayant peur de devenir islamophobes ont de plus en plus peur de l'islam. Et ils ont peur de la foule fanatique qui prétend incarner le sacré que les activistes musulmans prétendent être capables de mener à l'assaut de l'Occident. Alors, dans chaque pays d'Europe, devant cette pression islamique et devant ce fer de lance, ils ont une véritable phobie. Et ils sont confortés dans cette posture, ils oublient leur force, ils oublient la loi, et petit à petit, ils cèdent de 1001 petites renonciations sur tous les terrains de la société. Ce mélange de la race et de l'appartenance qui permet la conquête de l'espace public, c'est un coup de génie. Or, évidemment, ça n'a rien à voir, mais ça vous montre que le pont entre l'idéologie wokiste et l'islam bien mené peut avoir des effets sociopolitiques brillants. Alors qu'en réalité, quand on regarde les statistiques, le racisme au sens propre recule très fortement et continuellement dans toutes les sociétés occidentales. Mais l'accusation d'islamophobie, c'est l'arme absolue pour interdire la liberté d'expression, pour la retourner contre elle-même. C'est une forme de cancel culture. Pour nous, je dis encore, je l'espère, en m'adressant à cette salle, le discours qui dérange doit être non seulement accepté, mais encouragé, à condition qu'il soit formulé avec respect et courtoisie. Comme l'a écrit Orwell, si la liberté veut dire quelque chose, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Pour le woke, c'est le contraire. Le discours qui dérange, maintenant vous le savez, doit être annihilé. Le woke est toujours en train de se battre contre la liberté d'expression et les activistes islamiques de la jeune génération, tout autant. Ils ont donc
naturellement tendance à s'allier. On aurait dit il y a un siècle la ligne du parti, mais il s'agit de ça aujourd'hui. C'est pour ça que, comme dans l'Allemagne des années 20 ou 30, il y a des commissaires politiques dans les universités, il y a des orateurs qui sont interdits d'expression. La liberté d'expression, dans la logique wokiste, doit reculer pour que la justice sociale puisse progresser. Il y a un professeur de biologie américain, Mme Luana Maroja, qui rapporte que les étudiants de son université, je crois que c'est l'université de Chicago, je ne me souviens plus, ont fait irruption dans une réunion de la faculté lors d'un débat entre professeurs sur ce sujet en criant « La liberté d'expression nuit ». Donc on est vraiment face à un problème politique, parce qu'on a une génération qui vient dire ça à ses professeurs. Et les activismes de la jeune génération islamique, et notamment les frères musulmans, qui ont parfaitement compris comment manier le vocabulaire contemporain, ont saisi la subtilité et ont réalisé qu'il fallait que pour s'attaquer et faire tomber l'Occident de l'intérieur, c'était exactement la stratégie qu'il fallait adopter. En fait, c'est très orwellien quand on y pense. Et évidemment, ça touche tous les domaines de l'espace public. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, parce que c'est peut-être pas le moment de le dire, mais dans le rapport de l'islam à la laïcité, il y a un très grand malentendu. Le grand malentendu, c'est qu'il y a une dimension laïque en islam, mais c'est l'inverse de ce qu'on connaît en France, par exemple. Dans l'islam, ce qui relève du système, c'est l'espace public, et la laïcité, c'est chez soi. On pense, on dit, on fait ce qu'on veut dans sa maison. Mais la société est le reflet du système. C'est-à-dire exactement le contraire de la manière dont on a fabriqué la société occidentale en général et française en particulier. Et ce malentendu, c'est ce sur quoi ils vont jouer en utilisant le langage, en croyant qu'on va faire que les gens qui parlent de la même chose alors qu'ils parlent de choses totalement opposées. Le langage, c'est ce qui rend possible le débat, en sachant que quand on parle de la même chose, on nourrit le débat public. La liberté d'expression, c'est la garantie de la possibilité de se servir du langage pour faire vivre le débat public et donc la démocratie, donc légitimer les institutions. L'idée d'un exercice du pouvoir comme moyen d'organiser une communauté dans le respect mutuel fondé par le droit et un langage commun est donc inadmissible pour les woke et pour ces activistes musulmans. Alors, troisième partie, beaucoup plus courte, comment ils s'utilisent les uns les autres. Alors d'abord, disons-le tout de suite, les woke sont incapables d'utiliser qui que ce soit, parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles. Donc la question, c'est uniquement l'inverse. Néanmoins, on va faire un petit détour. L'islam, en tant que système, en tant que civilisation, c'est une civilisation globale de l'illettrisme au sens occidental. Il n'y a jamais eu d'école, publique, d'école primaire, secondaire. Enfin, l'islam a régné sur des espaces qui vont de l'Atlantique jusqu'aux îles de la Sonde pendant des siècles. Ils avaient le temps de construire des réseaux scolaires énormes. Ça n'a jamais été fait. L'islam a repris aux Grecs ce dont il avait besoin, c'est-à-dire des structures de pensée logique, mais pas la rationalité qui lui préexistait. D'où un retard intellectuel immense qui a été accumulé, qui s'est transformé en retard technique et qui a permis évidemment la colonisation par l'Occident. Les islamistes ont décidé de transformer ça au XXe siècle et ils ont voulu inverser le processus en se réappropriant les instruments de pensée de l'Occident. Et à leur suite, les néo-fondamentalistes ont fait la même chose. Si vous regardez attentivement les cadres de tous les mouvements islamistes, néo-fondamentalistes, de la fin du XXe siècle, y compris ceux du Hamas et de ses fondateurs, ils sont tous des scientifiques. Pareil pour les frères musulmans. Des médecins, des ingénieurs, quelques hommes d'affaires, exceptionnellement des juristes, des pharmaciens, des chimistes. Même le fils algérien a toujours revendiqué son ancrage dans les sciences.
Le secrétaire général adjoint du Hezbollah est un ancien professeur de chimie. Je peux vous donner des pages d'exemples. Il y a une raison à ça. C'est qu'ils ont domestiqué les sciences et les techniques occidentales nées avec l'humanisme en les dépouillant de leurs fondements, si on peut dire, en se débarrassant du substratum humaniste, pour préserver le corpus de la foi et pour pouvoir moderniser les structures de la société et de l'État. Alors que la science rompe les ponts avec la morale, c'est pas une surprise. Hein. On a vu les nazis, on a vu les Chinois, on a vu les Cambodgiens, on a vu des tas de gens qui ont fait et qui demain feront sans doute la même chose. Mais il ne s'agit pas ici d'un éloignement de l'éthique. Il s'agit de la rupture de la science avec ses fondements universalistes. C'est typique du mouvement islamique, des mouvements islamistes et néo-fondamentalistes de la fin du XXe siècle. C'est exactement ce que veulent faire et qu'ont réussi à faire les woke aujourd'hui. Alors les sciences, elles sont arrachées de leur ancrage philosophique, elles partent à la dérive, et donc ils s'en emparent, ils la retournent contre elles-mêmes. Ça ne pose aucun problème. Et un siècle plus tard, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que la science est devenue une sorte de corps sans âme, capable d'accueillir n'importe quelle croyance qu'on veut bien mettre dedans. Mais on parle de science exacte. Vous ne trouverez jamais, entre la Deuxième Guerre mondiale et le début du XXIe siècle, des islamistes, des néo-fondamentalistes, des frères musulmans, dans les humanités. Pourquoi ? Parce qu'elles tenaient droit à un mur d'universalité qui était en totale contradiction avec leur foi. À la différence de la culture philosophique, qui vit d'une pensée dialectique, la culture scientifique et technique, elle est fondée sur une pensée discursive. Donc elle est toujours favorisée par les religieux, par les extrémistes, par les gens qui ont peur de l'humanisme et de l'universalisme, parce qu'elle peut être acquise sans risque pour leur foi, leur doctrine, leurs préjugés. Elle peut même être enseignée aux filles. La science exacte, elle est fondée sur la distinction entre le vrai et le faux. Elle ne porte pas atteinte à la distinction entre le bien et le mal. Comme disait Auguste Comte, il n'y a pas de liberté de conscience en géométrie. Donc, une telle science est acceptable. Le problème, c'est que sans ces fondements, elle ne peut pas se reproduire elle-même. Donc, l'enseignement des sciences est ainsi coupé du moteur intellectuel qui rend possible son progrès, mais qui s'adapte à la réalité du monde. Et la culture arabo-islamique de la fin du XXe siècle, c'est une culture qui présente toutes les caractéristiques d'une civilisation, qui adopte des choses qui viennent de l'extérieur, mais qui ne participe pas à leur progrès, à leur renouvellement. Parce qu'il y a dans la culture islamique un principe constant de répétition pure et simple, en commençant par ce qu'on apprend quand on est tout petit, c'est-à-dire qu'on apprend le Coran par cœur et puis on le répète, et puis c'est tout. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Je vous cite Malek Shebel, la culture arabo-islamique de base présente en effet toutes les caractéristiques d'une civilisation où le principe de répétition est l'élément structurant le plus visible et le plus constant. Le savoir est réduit à un savoir-faire. Il s'ensuit que le terme d'étudiant pour qualifier les populations des universités dans le monde islamique relève souvent de l'abus de langage, et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe à Harvard aujourd'hui. Pour les diplômés des nouvelles pseudo-sciences sans débouché qui ont coupé les ponts avec les fondements du savoir, théorie du genre, théorie queer, études sur les sur les personnes en surpoids et ainsi de suite, les universités sont obligées de créer des emplois qui ne requièrent aucune compétence dans des administrations dédiées à l'autopromotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, parce qu'en matière de connaissances, il n'y a rien à mettre dans le sac. En terre d'islam, surtout arabe, la culture est orale, journalistique, télévisuelle. Les jeunes ne lisent pas. Il y a moins de livres traduits chaque année en arabe qu'en grec. Il y a quand même plus de locuteurs. Et les efforts intellectuels sont limités. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours été limités par le pouvoir qui a toujours souhaité accorder une place centrale à la technique dans la stratégie de lutte contre le matérialisme occidental, mais historiquement, qui a toujours voulu faire coexister le monde de la science et celui de la foi,
en évitant toute pensée critique qui remettrait en cause ce même pouvoir. C'est beaucoup plus sûr d'avoir une population qui apprend par cœur des choses, qui connaît les bases, à qui on accepte de faire passer les bases de l'ingénierie et de la médecine, mais qui ne va pas se mettre à penser elle-même. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les universités occidentales. Les woke, ayant réussi à couper le savoir de ses fondements et à tuer la pensée critique en critiquant ses fondements et en la suicidant, les sciences humaines étaient enfin rouvertes aux activistes musulmans. Et c'est pour ça qu'ils y sont aujourd'hui et qu'ils n'y étaient pas hier. Il fallait cette déconstruction de l'universalisme pour permettre à l'islam d'accéder aux sciences humaines. Et elle est possible grâce au wokisme. Le wokisme a permis cette osmose entre deux schémas de civilisation. Et c'est pour ça que je vous parlais de système au tout début. D'un point de vue pratique, superficiel, il permet de donner des emplois à des gens qui ne savent rien. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qu'il fait. Fondamentalement, c'est qu'il crée une culture où le savoir, il crée une civilisation dans laquelle le savoir n'a plus de valeur, qui a été celle de la civilisation islamique où le savoir était uniquement réservé aux détenteurs du pouvoir pendant des siècles. Donc ce ne sont pas les étudiants musulmans qui, après avoir adopté les sciences, ont conquis les humanités. Ce sont les humanités qui se sont suicidées et, ce faisant, leur ont ouvert la porte parce qu'elles sont devenues des usines à illettrés et que le modèle de l'enseignement des universités arabes est entré dans les universités occidentales. En gros, on peut dire, la porte était ouverte, ils sont rentrés. Donc, on pourrait ensuite discuter de modèles qui ont déjà eu lieu dans le passé, qui ressemblent un peu à ça, mais ce n'est pas le sujet. C'est quand même, il y a 20 ans, que les prédécesseurs du wokisme, comme l'historienne Karen Armstrong, disaient « Il est très difficile de faire la distinction entre M. Bush et M. Ben Laden. » C'est exactement ce qu'on a entendu cette semaine. Alors, est-ce que les woke sont des idiots utiles? Oui, évidemment. Le jour où les frères musulmans prennent le pouvoir, les LGBT vont voler des toits. Il n'y a que eux qui ne le savent pas. Mais on revient à la dimension narcissique ici. Ça va être mon dernier point, très brièvement. Nous sommes dans une logique de chaos. On le ressent tous. Et le chaos de la civilisation dans laquelle on est se nourrit de la rage de certains et de la machine de communication très puissante qui est mise à leur disposition. Or, la rage, et encore une fois, je parle sous la houlette des psys qui savent, en tout cas sous leur supervision, c'est quand même l'affect narcissique par excellence. C'est la sensation de solitude et d'impuissance qui caractérise la figure de l'adolescent qui explose, qui est à la recherche de l'approbation des autres, qui l'a pas et il casse tout. Aujourd'hui, on est dans une société où les réseaux sociaux, la presse, ont compris que pour attirer l'attention, il fallait alimenter la rage avec des contenus chauds qui suscitent quoi? Des émotions qui sont au cœur du système woke. Ce qui compte, c'est que le plus grand nombre de personnes adoptent une nouvelle idée, peu importe son contenu. L'important, c'est qu'elle soit nouvelle, qu'on provoque un scandale, qu'il y ait une affirmation controversée. Le scandale va galvaniser le noyau dur de ceux qui y croient. Il envoie un message à tous les autres en faisant ce qu'on appelle en sociologie baisser le coût d'adhésion au principe des intolérants. Je m'explique. Plus le seuil de résistance de celui qui est difficile à convaincre s'abaisse, plus on rassemble de gens. Dit autrement, plus les gens voient que le groupe adhère à un certain message, surtout s'il est mensonger, moins ils auront de scrupules à rejoindre la masse. Au contraire, ils sont même poussés à le faire. Et la com est là pour ça, et les réseaux sociaux sont là pour ça.
Et en cultivant la colère de chacun, des woke contre les injustices, des musulmans contre les non-musulmans, de ceux qui ont peur de l'islamophobie, quelle que soit sa colère individuelle, sans se préoccuper de la cohérence de l'ensemble, les réseaux sociaux réussissent à les rassembler parce que l'algorithme dilue les barrières idéologiques et les articule en conflits politiques. Et ce qu'on appelle les vérités alternatives, contrairement aux vraies informations, devient le facteur de cohésion. Et les absurdités sont devenues l'instrument organisationnel de la société le plus efficace, qui soit bien plus efficace que la vérité. N'importe qui peut croire à la vérité, mais croire à des absurdités est une vraie démonstration de loyauté. Et c'est ce que disait Mark Twain quand il disait qu'un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Le monde politique est devenu centrifuge. Il ne s'agit plus d'unir des citoyens autour du plus petit dénominateur commun, qui était le principe de la constitution des partis politiques traditionnels. Non, il s'agit d'enflammer les passions du plus grand nombre d'individus et de groupuscules possibles pour les additionner éventuellement à leur insu. Et au sein de ce processus, la cohérence, la vérité, la véracité, le rapport à la réalité comptent infiniment moins que l'ampleur de la résonance qui couvre le spectre des opinions de toutes les extrêmes. Donc pour conquérir une majorité, en tout cas pour la créer, il ne faut pas converger vers le centre, il faut additionner les extrêmes. Et alors les menaces, les insultes, les allusions racistes, les mensonges délibérés, le complotisme, tout va dans le même sac. C'était pendant des décennies, pendant des siècles, en marge du système de civilisation. Aujourd'hui, on l'a mis au cœur de la civilisation, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent ensemble sans problème. Le temps long de la démocratie, c'est-à-dire l'explication, le débat, l'analyse, le compromis, suscite aujourd'hui l'indignation du consommateur qui veut avoir son exigence satisfaite en un clic. Donc pour s'entendre idéalement, il faut se mettre à la place de l'autre. Mais dans la réalité du monde des algorithmes, c'est juste impossible. Chacun se retrouve dans sa propre bulle où il n'entend que les voix qui sont les siennes et quelqu'un peut les utiliser pour les agglomérer ensemble. Ils peuvent se retrouver ensemble, non seulement sans le savoir, mais en plus, même s'ils tiennent des discours opposés, ça ne gêne plus personne. Voilà. Donc pour conclure, gardez en mémoire l'extraordinaire dimension générationnelle du problème. C'est parce que ce sont des gens de la même génération qui ont compris qu'ils pouvaient se parler le même langage et que ce langage, il lui avait donné une vie propre, déconnectée de la vérité. Ce faisant, ils n'ont plus besoin de savoir quoi que ce soit. Donc ce qui les caractérise, c'est l'illettrisme, l'ignorance, qui rend possible des congruences inimaginables dans un monde cultivé. Ensuite, il y a des ponts occasionnels, comme l'antisémitisme, la lutte contre l'islamophobie, mais ce ne sont pas les congruences de fond. Alors pourquoi personne ne fait rien contre ça ? Je vais vous dire pourquoi. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement, un peu dans les coulisses de l'histoire. L'histoire, ce qui l'a fait avancer, ce ne sont pas les grandes visions stratégiques, les grandes idéologies, non. C'est 3 choses. J'en ai cherché plein, mais j'en ai trouvé que 3. L'ignorance, la bêtise et surtout la lâcheté. D'où l'autocensure générale face à tout ce que je viens de vous dire. Elle est induite par le wokisme dans le monde universitaire, artistique, journalistique, scolaire et politique, exactement comme ces vieux professeurs couraient derrière la nouveauté pour ne pas être déconnectés, pour être à la page, pour être à la mode. Donc, ils vont se mettre à dire ce que les autres disent, et pour ça, je vous rappellerai Roland Barthes, le fascisme, ce n'est pas empêché de dire, c'est obligé à dire. Ah, pourquoi le wokisme prospère ? Je vais vous donner la réponse. Pourquoi il s'allie avec les frères musulmans ? Je vais vous donner la réponse. Je vais la chercher chez un ennemi des Lumières, chez un ennemi de l'humanisme. Je vais la chercher chez Burke. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien.
Un grand merci à Éric Méchoulan. Et avec sa conclusion, ça nous permet de faire le lien avec Agir ensemble pour triompher le mal. Le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Agir ensemble pour empêcher le mal de triompher. Un grand merci à Éric Méchoulan. Je dois dire qu'il nous a donné, comme on dit en anglais, food for thought, de la nourriture pour réfléchir. D'habitude, je ne réécoute pas les conférences auxquelles j'ai participé. Je vais être obligé de le faire avec une feuille de papier stylo à la main. Et je reviendrai, et je pense que nous reviendrons vers vous avec toutes les questions. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, je notais toutes les questions que j'aurais voulu lui poser ce soir, mais ça nous conduirait à terminer la soirée vers minuit, parce que si je pose des questions et que vous vous en posiez aussi, et nous n'aurons pas le temps de faire tout cela ce soir. Je pense que nous avons de quoi nous poser 1 million de questions, parce que les sujets que vous avez abordés, on l'a bien compris ce soir, sont au cœur des problématiques, des préoccupations qui sont les nôtres, et si nous assistons depuis le 7 octobre, mais c'était vrai avant, c'est encore plus vrai depuis, et ça sera encore, je crois, plus terrible demain, à cette avalanche de situations qui nous ensevelissent sous le mal et dans un abîme de consternation, dans un gouffre anthropologique, comme cela a été dit depuis le 7 octobre et pendant le 7 octobre et depuis le 7 octobre, eh bien, c'est parce que je crois, nous sommes là face à un mal que peu de gens sont capables de nommer, d'identifier, qu'ils ne connaissent probablement pas tous. Et le travail que nous faisons avec Agir ensemble, c'est justement d'essayer d'ouvrir des perspectives de compréhension pour nourrir à la fois la réflexion, mais surtout, pour passer à l'action. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Gérard Rabinovitch nous donne notre prochain rendez-vous pour la 4e masterclass Agir ensemble. Avec un micro, si tu veux bien, Gérard, parce que sinon nos amis ne vont pas entendre. Et nous vous libérons. Eh bien, la prochaine séance se tiendra le 26 juin. Nous recevrons Emmanuel Razavi, grand reporter d'origine iranienne, auteur récent aux éditions du Cerf de La force cachée des mollahs, avec en sous-titre le livre noir de la République islamique d'Iran. Et nous poursuivrons cette investigation déjà faite avec Éric sur ce désir de servitude qui s'empare des hommes. Bonne soirée. Merci. Alors, dernier mot et on s'en va. Si vous aviez, et je pense que oui, des questions à poser à Éric Méchoulan, envoyez-les nous sur le lien de contact que vous trouverez sur le site d'Agir ensemble. Nous allons les regrouper et peut-être même, mais s'il en est d'accord, il y aura une masterclass numéro 2 où nous pourrons approfondir la discussion que nous n'avons pas eue ce soir, mais surtout l'enseignement qu'il a délivré. Dans les précautions oratoires qui étaient les siennes en début de conférence, il a un peu mis de côté la formulation de masterclass. C'était une masterclass. Merci.